Un garçon des rues a payé le ticket de transport pour une petite fille sans savoir qu'elle était la fille d'un millionnaire qui la cherchait désespérément. Quand l'homme l'a découvert, il a pris une décision qui a surpris tout le monde. Les rues de Marseille s'éveillaient dans un tumulte habituel, entre les cris des marchands, le vrombissement des scooters et l'odeur de pain chaud s'échappant des boulangeries encore ouvertes. C'était une ville où les contrastes dansaient, au côte à côte, richesse et misère, modernité et abandon. Et au cœur de ce désordre quotidien, un garçon de 11 ans se glissait entre les passants avec l'aisance d'un chat de gouttière. Il s'appelait Lucas. Lucas n'avait pas de maison. Son toit était un ciel trop souvent gris, son lit les cartons qu'il dénichait derrière les marchés. Depuis plusieurs années déjà, il connaissait chaque recoin de la ville, chaque coin qui offrait un peu de chaleur ou d'oubli. Son quotidien était fait de petits boulots: porter les sacs des vieilles dames contre une pièce, nettoyer les vitrines en échange d'un sandwich rassis, ou chanter des mélodies qu'il inventait pour attendrir les passants. Mais malgré la dureté de sa vie, il gardait un regard vif, curieux et un cœur trop grand pour sa réalité. Ce matin-là, le froid s'infiltrait jusqu'aux os. Il était à la gare Saint-Charles, guettant une nouvelle opportunité. Il s'approcha des distributeurs automatiques, espérant qu'un client distrait ait oublié un billet ou une pièce. Mais ce n'était pas l'appareil qui attira son attention. C'était un son, discret mais clair, presque brisé, des sanglots, étouffés. Près d'un des piliers de la gare, une petite fille était assise, ses joues rosies par le froid, ses cheveux soigneusement coiffés malgré les larmes qui les humidifiaient. Elle devait avoir 6 ans, pas plus. Sa robe en laine bleu nuit, ses collants blancs, ses chaussures vernies, tout indiquait qu'elle venait d'un monde très éloigné de celui de Lucas. Pourtant, elle était seule. Personne autour d'elle ne semblait remarquer sa détresse. Marseille, ce matin-là, n'avait pas le temps pour les pleurs d'un enfant. Lucas s'approcha avec précaution. Il savait que les adultes voyaient souvent les enfants des rues comme des voleurs, des nuisibles. Mais là, il n'y avait pas de peur dans les yeux de la petite fille. Seulement une tristesse immense. « Tu t'es perdue ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Tu sais comment tu t'appelles, Élise. » Sa voix tremblait, mais elle était claire. Lucas s'agenouilla à côté d'elle. Il n'était pas un héros, pas même un exemple. Mais il ne pouvait pas la laisser là, seule, au froid. Il sortit de sa poche quelques pièces, ces dernières, assez pour un ticket de métro. C'était tout ce qu'il avait pu économiser après avoir aidé un vieux monsieur à pousser sa charrette jusqu'au vieux port. « Viens, je vais t'emmener quelque part, en sécurité. » Elle ne posa pas de questions. Elle lui tendit la main et il la prit sans hésiter. Ensemble, ils marchèrent jusqu'au tourniquet du métro. Lucas glissa les pièces dans la machine, attrapa le billet et l'aida à passer. Il ne savait pas exactement où aller, mais elle avait parlé d'un endroit, plutôt, entre deux sanglots, une place avec un carrousel. Il décida que ce serait leur destination. Dans le wagon presque vide, Élise se serra contre lui. Lucas observait les visages autour d'eux. Une femme en tailleur absorbée dans son téléphone, un jeune avec des écouteurs, un vieil homme qui lisait un journal. Personne ne faisait attention à eux. Et pourtant, c'était peut-être là, entre deux stations anonymes, que se jouait le début d'une histoire plus grande qu'eux. Lucas n'avait pas besoin de savoir qui elle était, ni d'où elle venait. Il avait juste senti dans ce moment suspendu que ce geste, ce tout petit geste, avait un sens. Ce n'était pas la première fois qu'il aidait quelqu'un, mais cette fois il y avait autre chose. Une connexion étrange, presque invisible, comme si leurs deux destins venèrent de se croiser pour une raison encore cachée. Quand ils descendirent du métro, le froid leur mordit à nouveau les joues. Lucas prit Élise par la main, et elle le suivit sans peur. Il ne savait pas ce qui les attendait de l'autre côté de la ville. Mais pour l'instant, il avait une mission, ramener le sourire à cette petite fille qui pleurait dans le chaos. Et parfois, dans une ville qui semble avoir tout oublié de la douceur, un simple geste peut allumer une lumière. Les pas de Lucas résonnaient sur les pavés humides, rythmés par ceux plus légers d'Élise. La fillette tenait sa main avec une confiance presque irréelle, comme si ce garçon des rues représentait à ses yeux la seule certitude dans un monde devenu soudainement trop vaste. Il ne l'avait pas quitté des yeux depuis qu'ils avaient quitté la station de métro. Elle avait cessé de pleurer, mais un voile d'inquiétude couvrait encore son visage pâle. Ils traversèrent plusieurs ruelles étroites, passèrent sous des arcades taguées et longèrent des murs couverts d'affiches déchirées.
Lucas s'arrêtait parfois, regardant autour de lui comme un éclaireur, veillant à ne pas attirer l'attention. Il connaissait les dangers de ces quartiers, les regards méfiants, les policiers nerveux, les adultes agressifs. Mais Élise, avec son allure soignée et ses chaussures vernies, semblait flotter dans cet univers comme un papillon égaré. « Tu te souviens d'autre chose ?» demanda-t-il, après un long silence. « Il y avait un carrousel, » murmura-t-elle, « et une grande place, avec des arbres tout autour. » Lucas hocha la tête. Cela pouvait être plusieurs endroits dans Marseille, mais une image lui vint à l'esprit. La place Jean Jaurès, là où, certains week-ends, des forains installaient une petite fête. Il avait déjà vu un carrousel là-bas. Ce n'était pas tout près, mais il pouvait y aller à pied. Il resserra l'écharpe autour de son cou, plus par réflexe que par confort, puis reprit la marche. Chaque détour les rapprochait. Il l'espérait, du lieu évoqué par la mémoire défaillante d'Élise. En chemin, elle lui raconta par bribes ce qu'elle savait. Elle avait été avec sa nourrice, disait-elle, dans un parc. Elle avait vu un chien, avait couru derrière, puis plus rien. Elle n'avait pas revu la femme. Elle ne connaissait pas son nom de famille. Elle savait simplement qu'elle s'appelait Élise, qu'elle vivait à Paris, et que ses parents l'appelaient souvent « ma princesse ». Ces mots résonnèrent étrangement dans la tête de Lucas. Une petite fille élégante, perdue dans Marseille, sans adresse, sans repère, et dont les parents vivaient à Paris. Cela ne ressemblait pas à une simple balade interrompue. Mais il ne dit rien. Pas encore. Il se contenta de marcher à ses côtés, guidé par une étrange détermination. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la place Jean Jaurès, le ciel s'était assombri. Le vent fouettait les branches nues des platanes, et la foule qui d'ordinaire animait l'endroit semblait avoir disparu. Le carrousel n'était plus là. Seuls quelques forains démontaient les dernières installations d'un marché terminé. Lucas serra les dents. Il avait espéré que la vue du manège redonnerait le sourire à Élise, ou au moins déclencherait un souvenir plus précis. Mais la place était vide, froide, sans éclat. Élise s'arrêta net. Ses yeux balayèrent la scène avec incompréhension, puis elle se tourna vers Lucas, les larmes au bord des cils. « C'est ici, mais il n'y a plus rien. » Lucas se baissa à son niveau. Il aurait voulu lui dire que tout irait bien, qu'il trouverait à ses parents, qu'il avait un plan. Mais il n'avait rien de tout cela. Il avait juste sa volonté, sa présence, et cette étrange empathie qui le poussait à ne pas abandonner. Alors il prit une décision. « Viens, je connais un endroit. Ce n'est pas un palais, mais on pourra s'abriter. » Ils quittèrent la place en silence. Lucas les mena vers un centre d'accueil qu'il connaissait. Ce n'était pas un véritable refuge, mais plutôt un ancien entrepôt réaménagé par une association locale. On y offrait un lit pour une nuit, un bol de soupe, parfois un sourire. L'accueil y était incertain, surtout pour un garçon comme lui, déjà passé plusieurs fois sans s'y attarder. Mais ce soir, il fallait tenter. Lorsqu'ils arrivèrent, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en queue de cheval, leur barra la route. « Encore toi ?» dit-elle à Lucas. « Tu sais qu'on n'a pas de place pour les habitués cette semaine. »« Ce n'est pas pour moi, c'est pour elle, » répondit-il en montrant Élise. « Elle est perdue, elle est toute seule, elle a froid. » La femme jeta un œil sur la petite fille, puis soupira. « Elle a un nom ?» Lucas se tourna vers Élise. « Tu veux bien lui dire comment tu t'appelles ?» Élise. « Pas de nom de famille ?» La fillette secoua la tête. La femme les laissa entrer, après un instant d'hésitation. Lucas accompagna Élise jusqu'à un matelas au fond de la pièce. Il resta debout, hésitant à partir. Mais elle attrapa sa main. « Tu restes ?» Il hésita, puis s'assit à côté d'elle. Il n'avait pas de réponse, ni de promesse à lui faire, mais il savait, au fond de lui, qu'il ne pouvait pas l'abandonner là, pas cette nuit. Ce qu'il ignorait, c'est que cette décision allait déclencher une série de conséquences bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. À des centaines de kilomètres de là, dans un appartement cossu du 8e arrondissement de Paris, le silence était devenu un cri. Arnaud Morel, assis sur le bord d'un fauteuil en cuir, le regard fixe et le front crispé, écoutait pour la 3e fois la même explication, toujours aussi vide, elle a disparu. La nourrice, en larmes, répétait en boucle son récit. Elle avait emmené Élise au parc Borély pour une promenade, comme tous les mercredis après-midi. Tout allait bien, jusqu'à ce que la petite fille aperçoive un chien. Elle avait couru et ensuite, plus rien.
Arnaud était un homme d'affaires redouté, à la tête d'un empire financier présent sur 3 continents. Il n'était pas du genre à perdre le contrôle. Mais ce soir-là, la façade froide du milliardaire s'était effondrée. Il n'était plus qu'un père dont la fille unique avait disparu. Une peur viscérale s'emparait de lui, une peur qui ne se mesurait ni en actions en bourse, ni en millions d'euros. Dès les premières minutes, il avait mobilisé tout ce qu'il possédait de plus puissant, ses relations, ses ressources, son influence. La police avait été alertée dans l'heure. Les images des caméras de surveillance de la gare, des rues adjacentes, des stations de métro, tout avait été récupéré et analysé. Aucun indice, aucun visage connu. La nourrice n'avait pas vu où Élise était allée et personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué. La nouvelle fit rapidement le tour des rédactions. Le nom d'Arnaud Morel suffisait pour déclencher une tempête médiatique. En quelques heures, la disparition d'Élise était en une de tous les journaux télévisés. Des présentateurs au ton grave parlaient d'un possible enlèvement, et la photo de la fillette, robe bleu nuit, regard pétillant, apparaissait à l'écran avec un appel à témoins en lettres rouges. Arnaud, impassible en apparence, suivait chaque rapport, chaque nouvel indice. Mais au fond de lui, il sentait que les procédures officielles n'étaient pas suffisantes. Il activa donc ses propres moyens. Détectives privés, informateurs, drones équipés de caméras thermiques, tout ce que l'argent pouvait offrir. Des équipes patrouillaient les rues de Paris, de Marseille et même d'autres grandes villes au cas où elle aurait été emmenée plus loin. Il offrit une récompense colossale pour toute information menant à sa fille. Des dizaines d'appels affluèrent, la plupart inutiles ou malveillants. La douleur, pourtant, ne s'exprimait pas par des larmes. Arnaud ne pleurait pas. Il ne criait pas. Il restait debout, nuit après nuit, assis dans son bureau ou debout devant la chambre vide d'Élise, les poings fermés, le cœur serré. Les jours passaient sans nouvelles, et chaque minute éloignait un peu plus la possibilité d'un simple accident. Dans l'opinion publique, la solidarité prenait forme. Des groupes de recherche se formaient, des publications inondaient les réseaux sociaux, des bougies s'allumaient dans certaines places en signe d'espoir. Mais derrière cette vague de compassion, la peur grandissait. Et si Élise avait été enlevée? Et si les heures qui passaient scellaient un sort irréversible? La police sous pression multipliait les pistes. Un appel anonyme avait évoqué la présence d'une fillette ressemblant à Élise dans une gare de Marseille. Une image floue extraite d'une caméra de surveillance montrait une silhouette enfantine en compagnie d'un garçon. Trop vague pour être certaine, mais suffisante pour envoyer une équipe sur place. Arnaud suivait tout. Il ne dormait plus. Il mangeait à peine. Il ne vivait plus que pour un seul but, retrouver sa fille. Et plus les heures passaient, plus l'ombre d'un drame venait hanter ses pensées. Dans son bureau privé, sur le mur où jadis étaient accrochées des cartes du monde et des schémas de fusion d'entreprises, se trouvait désormais une seule image, celle d'Élise. Son sourire, figé, contrastait avec l'angoisse muette qui rongeait son père. Il aurait donné tout ce qu'il possédait pour entendre de nouveau sa voix, pour revoir ses petites mains courir sur les touches du piano, pour la voir s'endormir avec son doudou préféré. Ce que personne ne savait encore, c'est que la petite Élise n'était ni enfermée, ni retenue contre son gré. Elle marchait loin de tout dans les rues de Marseille, guidée par un garçon sans toit, mais au cœur immense. Et pendant que toute la France retenait son souffle, 2 enfants poursuivaient une route incertaine, portés par une confiance fragile, mais réelle. Ce que le pays interprétait comme un drame était, quelque part, aussi le début d'une autre vérité. Une vérité plus discrète, plus tendre, mais qui allait bientôt venir bouleverser les certitudes de tous. Le vent soufflait avec plus de force ce soir-là, balayant les rues de Marseille avec une humeur capricieuse. Lucas, les mains enfoncées dans les poches de sa veste trop grande, avançait d'un pas rapide. Élise, fatiguée, serrait sa main sans un mot. Depuis leur départ de la place du Carrousel désertée, le silence s'était installé entre eux, non pas par malaise, mais par une sorte de pacte tacite. Ils allaient tenir bon, ensemble, quoi qu'il arrive. Arrivé devant le centre d'accueil, Lucas hésita. Il connaissait bien cet endroit. Il y avait dormi quelques nuits par le passé, mais ce n'était jamais sans méfiance. Les adultes là-bas étaient durs, parfois froids, souvent débordés. Et les autres enfants, ce n'étaient pas toujours les meilleurs camarades, mais ce soir il n'y avait pas d'autre option. Il frappa à la porte métallique.
Après quelques minutes, elle s'ouvrit avec un grincement. C'était un homme cette fois, grand, râblé, avec une barbe poivre et sel et des lunettes rayées. « Encore toi ?» Lucas esquissa un demi-sourire. « C'est pas pour moi, c'est pour elle. Elle est perdue, elle a froid. Juste une nuit, s'il vous plaît. » L'homme examina Élise. Le contraste entre sa tenue soignée et les vêtements râpés de Lucas était frappant. Il fronça les sourcils, soupira, puis s'écarta pour les laisser passer. À l'intérieur, l'odeur de soupe tiède et de vêtements mouillés flottait dans l'air. Les néons grésillaient au plafond. Quelques enfants jouaient dans un coin avec des jouets cassés. Une femme, qui semblait être une assistante sociale, prit note des nouveaux venus. Elle posa quelques questions simples à Élise, qui répondit timidement. Elle ne connaissait toujours pas son nom complet, ni son adresse. L'assistante haussa les épaules et nota simplement « Élise, inconnue ». Lucas reçut un matelas posé au sol dans un coin de la grande salle. Il proposa le sien à Élise, qui s'installa sans discuter, la tête appuyée contre son manteau roulé en oreiller. Lucas, lui, s'assit à côté, veillant sur elle comme un gardien silencieux. Mais il n'avait pas anticipé ce qui allait suivre. Dans la soirée, un autre enfant du refuge, un garçon plus âgé, l'approcha. « Elle est pas d'ici, hein ?» Lucas resta muet. « Elle est bizarre. Trop propre, trop gentille. Tu devrais pas l'emmener partout avec toi. Ils vont croire que tu l'as enlevée. » Lucas sentit un frisson le parcourir. Il n'y avait pas pensé sous cet angle. Pour lui, il avait juste aidé une enfant perdue. Mais, vu de l'extérieur, la situation pouvait paraître trouble. Plus tard dans la nuit, alors qu'Élise dormait, l'homme barbu revint vers Lucas, l'air préoccupé. « Faut qu'on parle, gamin. » Lucas se leva inquiet. « Laisse-moi deviner, tu veux que je parte ?»« Non. Mais je dois signaler sa présence. Une fillette inconnue dans ce contexte, c'est trop risqué. » Lucas baissa la tête. Il comprenait. Mais une angoisse sourde montait en lui. Il ne voulait pas qu'on la prenne. Il ne voulait pas que cette chaleur fragile, cette confiance rare, s'évapore dans la bureaucratie. « Je peux rester avec elle, juste jusqu'à demain matin ?» L'homme hésita, puis acquiesça d'un signe bref. Lucas retourna à sa place, le cœur lourd. Il s'allongea à côté d'Élise, les yeux ouverts, fixant le plafond taché d'humidité. Il savait que le jour suivant apporterait des questions, peut-être des ennuis. Mais il n'avait pas de regrets. Il referma les yeux, essayant de graver dans sa mémoire le calme fragile de cette nuit. Il n'imaginait pas encore que le simple fait d'avoir franchi cette porte allait tout déclencher, car derrière les murs de ce refuge modeste, l'identité d'Élise allait bientôt se révéler, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le matin se leva lentement sur Marseille, apportant avec lui une lumière pâle et froide. Dans la salle commune du refuge, les enfants s'éveillaient les uns après les autres, tirés de leurs songes par le bruit des chaises, l'odeur du café réchauffé et les appels répétés des bénévoles. Lucas ouvrit les yeux avant même le premier bruit. Il avait à peine dormi. Toute la nuit, il avait guetté le moindre mouvement, le moindre soupir d'Élise. Elle, en revanche, dormait encore profondément, son visage apaisé contrastant avec le tumulte intérieur du garçon. Lorsqu'elle se réveilla enfin, elle se frotta les yeux, regarda autour d'elle avec une légère confusion, puis aperçut Lucas. Son visage s'éclaira aussitôt d'un sourire discret, et elle lui tendit la main. Il la prit, soulagé qu'elle soit toujours là, toujours la même. Peu après, une femme s'approcha d'eux. Elle portait un badge indiquant « Claire Service Social ». Ses lunettes glissaient sur le bout de son nez, elle observait Élise avec une attention particulière. « Bonjour, ma chérie. Tu te sens mieux ce matin ?» Élise hocha la tête. « Tu crois que tu pourrais me dire ton nom complet si tu t'en souviens ?» Lucas tressaillit. Jusqu'à présent, la fillette n'avait jamais été capable de donner plus qu'un prénom. Mais ce matin-là, peut-être par la voix douce de Claire, ou peut-être parce qu'elle commençait à sentir un peu de sécurité autour d'elle, elle répondit « Élise Morel ». Un silence pesant s'installa aussitôt. Claire resta figée quelques secondes, les yeux écarquillés. Elle reprit son souffle, se pencha vers la fillette avec une douceur mêlée d'incrédulité. « Tu es sûre, Élise ? Tu t'appelles bien Élise Morel ?»« Oui, papa dit toujours que je suis sa petite Morel. » Claire se redressa lentement, puis s'éloigna sans un mot de plus, d'un pas rapide, presque précipité. Lucas suivit la scène sans comprendre. Il se leva, observa autour de lui.
Les bénévoles chuchotaient déjà entre eux. Quelque chose venait de changer dans l'air. Ce nom, Morel, ne semblait pas anodin. Quelques instants plus tard, Claire revint accompagnée d'un homme plus âgé, le directeur du centre. Ils s'approchèrent d'Élise avec des sourires tendus, presque forcés. « Élise, tu veux bien venir avec nous quelques minutes ?» Lucas se plaça instinctivement entre eux et la fillette. « Elle veut pas y aller toute seule. Elle reste avec moi. » Le directeur, bien que surpris, ne chercha pas à le repousser. « Très bien. Toi aussi, tu viens. » Ils traversèrent un couloir étroit et s'assirent dans un petit bureau encombré de dossiers. Claire pianotait déjà sur un ordinateur, cherchant visiblement quelque chose. Lorsqu'elle trouva enfin ce qu'elle cherchait, elle se leva brusquement. C'est elle, pas de doute. C'est la fille d'Arnaud Morel. Elle a été portée disparue à Paris il y a 3 jours. Lucas sentit son ventre se nouer. Il n'avait jamais entendu ce nom. Mais la réaction de Claire, l'effervescence soudaine dans le bureau, les appels téléphoniques lancés dans l'instant, tout cela confirmait que la situation venait de basculer. Claire revint vers Élise avec un ton presque cérémonieux. « Tu vas bientôt revoir ton papa, ma chérie. Il te cherche partout, il est très inquiet pour toi. » Élise baissa les yeux. « Mais je veux rester avec Lucas. » Claire posa une main douce sur son épaule. « Tu vas le revoir aussi. Mais d'abord, on va te ramener chez toi. » Lucas n'avait rien dit jusque-là. Il sentait bien qu'il ne contrôlait plus rien. Élise n'était pas une enfant ordinaire. Elle appartenait à un monde lointain, inaccessible. Et maintenant que son nom était connu, il savait qu'on viendrait la chercher. Il n'était qu'un garçon des rues. Personne ne se soucierait de son rôle. Mais au fond de lui, un étrange sentiment grandissait. Ce n'était pas de la jalousie ni de la peur. C'était une forme d'intuition. Quelque chose venait de s'ouvrir. Quelque chose d'invisible, mais puissant. Car en révélant son nom, Élise venait de tisser un lien entre 2 mondes que tout séparait. Et ce lien, aussi fragile qu'un souffle, allait bientôt bouleverser bien plus qu'il ne pouvait en l'imaginer. Le téléphone n'avait cessé de sonner toute la matinée dans les bureaux exigus du centre d'accueil. Claire, l'assistante sociale, passait d'un interlocuteur à l'autre, ses réponses devenant de plus en plus précises, de plus en plus urgentes. Le nom d'Élise Morel avait agi comme une détonation. En moins d'1 heure, les autorités locales avaient été informées, le centre avait reçu la confirmation officielle de l'avis de disparition et les instructions étaient claires, maintenir la fillette sur place jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Lucas observait tout cela à distance, les mains crispées sur ses genoux. Élise était assise à côté de lui, silencieuse, les jambes balançant dans le vide. Elle n'avait pas compris toute la portée de ce qu'elle avait révélé. Pour elle, Lucas restait son seul repère. Et pour Lucas, la situation devenait insupportable. Il n'avait jamais eu à gérer une telle pression, un tel vacarme d'adultes qui chuchotaient, s'agitaient, le regardaient parfois comme s'il était responsable de quelque chose qu'il n'avait fait que subir. Vers la fin de l'après-midi, alors que le jour commençait à décliner, une voiture de police banalisée se gara devant le centre. 2 agents en sortirent, suivis de près par une femme en tailleur sobre, visiblement de la brigade des mineurs. Claire les accueillit, visiblement émue. Ils échangèrent quelques mots à voix basse, puis la femme se dirigea vers Élise. « Bonjour Élise, je m'appelle Sophie. Je suis là pour te ramener auprès de ton papa. Il t'attend avec impatience. » Élise ne répondit pas. Elle tourna la tête vers Lucas, qui n'osait plus bouger. Quand les agents s'approchèrent doucement, elle descendit du banc et courut, se réfugier dans les bras du garçon. « Je veux rester avec Lucas. » Sophie s'agenouilla près d'eux, sa voix douce contrastant avec la tension ambiante. « Tu pourras le revoir, je te le promets. Mais là, il faut que tu viennes avec nous. Ton papa est très inquiet, il a besoin de te voir. » Lucas, d'un geste presque imperceptible, serra Élise contre lui. « Vas-y, tu dois y aller maintenant. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Mais je t'aime bien, Lucas. Je veux pas te laisser. » Il sentit sa gorge se serrer. Il n'était qu'un gamin de la rue, mais ces mots-là, ils venaient d'un endroit sincère, pur, que personne ne pouvait falsifier. « T'inquiète, on se reverra, je te le promets. » Les policiers restèrent à distance, respectueux de cette dernière étreinte. Finalement, Élise accepta de relâcher sa main. Elle suivit la femme jusqu'à la voiture, mais se retourna plusieurs fois, cherchant Lucas du regard. Il resta là, debout dans l'embrasure de la porte, incapable de faire un pas. Il regarda la voiture démarrer, puis s'éloigner,
lentement dans la rue en pente, jusqu'à disparaître au coin d'un immeuble. Il resta figé longtemps, sans un mot. L'air semblait soudain trop lourd, comme si quelque chose s'était éteint. Les gens autour de lui reprirent leurs occupations, les enfants recommencèrent à courir, les bénévoles à s'activer. Mais Lucas n'entendait plus rien. Il avait perdu quelque chose qu'il ne savait même pas nommer. Plus tard dans la soirée, Claire vint s'asseoir à ses côtés. « Tu sais que tu lui as probablement sauvé la vie, Lucas. » Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin d'être remercié. Il n'avait pas agi pour ça. Il avait seulement fait ce qui lui semblait juste. Mais une question le hantait déjà. Allait-elle l'oublier? Au fond de lui, il savait que non. Mais ce n'était qu'une conviction fragile. Il n'avait aucune preuve, aucun droit, aucune garantie. Juste une promesse silencieuse lancée au vent de Marseille. Et dans son cœur, un vide nouveau, vaste et inconnu. L'avion privé avait quitté le tarmac de l'aéroport de Paris-le-Bourget en toute urgence, direction Marseille. À son bord, Arnaud Morel n'avait pas prononcé un mot. Son regard fixait l'écran de son téléphone où l'on affichait en boucle la dernière photo envoyée par la brigade des mineurs. Élise, dans un manteau emprunté, entourée de 2 policières, un regard éteint et fatigué. Elle était vivante. Elle allait bien. Mais son visage avait changé. Il n'était plus illuminé par l'insouciance qu'il lui connaissait. Quelque chose s'était brisé. À son arrivée à l'hôtel de police, Arnaud fut conduit dans une salle confidentielle. Il marcha nerveusement, les mains tremblantes, malgré son costume impeccable. Lorsqu'on ouvrit la porte et que sa fille entra, guidée par une policière, le temps sembla suspendu. Élise s'arrêta puis leva les yeux. Son visage s'illumina l'espace d'un instant et elle courut vers lui. « Papa !» Il s'agenouilla aussitôt, l'attrapa dans ses bras avec une force mêlée de tendresse et de désespoir. Il enfouit son visage dans ses cheveux, respira profondément comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. « Ma chérie, mon trésor !» Les flashs des journalistes capturèrent la scène depuis l'extérieur. Les chaînes de télévision diffusèrent en direct cette étreinte et tout le pays, suspendu depuis des jours à l'issue de cette disparition, exhala un soupir de soulagement. La petite Élise Morel avait été retrouvée, mais dans le regard de la fillette, au-delà du soulagement, une ombre persistait, une absence, une préoccupation que son père ne comprenait pas encore. Dans la voiture qui les ramenait à l'hôtel particulier des Morel, Élise regardait par la fenêtre sans mot dire. Arnaud tentait de l'interroger doucement, avec patience. « Tu es en sécurité maintenant. Tu veux me raconter ce qu'il s'est passé ?» Elle hocha doucement la tête. « J'étais avec Lucas. » « Lucas, c'est lui qui m'a aidé. C'est lui qui m'a protégé. Il a payé le métro avec ses pièces. Il m'a emmené dans un endroit chaud. Il a dormi par terre pour que je sois bien. » Arnaud resta silencieux. Il sentait dans la voix de sa fille quelque chose de rare, de la reconnaissance, mais aussi de l'attachement. Il tenta d'en savoir plus. « Tu sais comment il s'appelle en entier ?» Elle secoua la tête. « Juste Lucas. Il m'a jamais dit plus que ça. Mais il était gentil. Il est pauvre, mais il n'est pas méchant. » Arrivée à la maison, Élise retrouva sa chambre, ses jouets, son univers soigneusement préservé. Mais rien n'avait le même goût. Les peluches semblaient étrangères, les murs trop propres, le silence trop lourd. Elle refusait de jouer, de regarder ses dessins animés préférés, de manger ses plats favoris. Elle demandait toujours la même chose. « On peut aller voir Lucas ?» Le personnel tentait de la distraire. Des médecins vinrent, des psychologues spécialisés. Tous s'accordaient. La fillette avait vécu une expérience forte, émotionnellement bouleversante. Et ce garçon, Lucas, était devenu un repère essentiel dans sa mémoire de ces jours difficiles. Arnaud, d'abord sceptique, ressentit peu à peu une curiosité grandissante. Qui était ce garçon? Comment un enfant des rues avait-il pu jouer un rôle aussi crucial dans le salut de sa fille? Il demanda à parler à la police, puis à Claire, l'assistante sociale du centre de Marseille. Il s'appelle juste Lucas. Pas de nom de famille connu, pas de papier. Il s'est volatilisé juste après votre départ. Arnaud fut frappé par cette information. Ce garçon qui avait sauvé sa fille n'était pas là pour recevoir un merci. Il avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Mais Élise, elle, n'oubliait pas. Chaque soir, en s'endormant, elle murmurait son nom. Le cœur d'Arnaud, pourtant si habitué à la distance des affaires, à la froideur des chiffres, commença à se fissurer.
Ce garçon inconnu l'avait touché à travers les mots de sa fille. Il commença à ressentir un besoin étrange, celui de le retrouver. Pas par devoir, pas pour l'image, mais parce qu'il sentait que c'était juste. Dans les jours qui suivirent, il prit une décision silencieuse mais irrévocable. Il allait découvrir qui était Lucas. Et surtout, il allait comprendre pourquoi sa fille ne pouvait plus sourire sans lui. Arnaud Morel n'était pas un homme, habitué à l'inaction. Dans son monde, chaque problème avait une solution. Chaque question appelait une réponse rapide, précise, efficace. Et ce garçon, Lucas, devenu en l'espace de quelques jours un nom récurrent dans la bouche de sa fille, était devenu une énigme qu'il se refusait à ignorer. Le lundi matin, à la première heure, il convoqua ses collaborateurs les plus discrets, ceux qu'il n'utilisait que pour des affaires confidentielles. Des détectives privés, des anciens policiers, des analystes capables de cartographier les ruelles d'une ville mieux qu'un GPS. Leur mission était simple, retrouver un garçon prénommé Lucas, aperçu pour la dernière fois dans un centre d'accueil de Marseille. Aucun nom de famille, aucun dossier scolaire, aucun lien administratif, rien que le souvenir flou d'un enfant sans toit. La tâche se révéla plus complexe qu'il ne l'avait prévu. Lucas avait quitté le refuge quelques heures seulement après le départ d'Élise. Aucune trace laissée, pas de photos. Les bénévoles le connaissaient vaguement. Un garçon discret, gentil, qui apparaissait et disparaissait comme un chat. On savait seulement qu'il était souvent aperçu près de la gare de Lyon, qu'il avait une sœur plus âgée, et qu'il vivait probablement sous une bâche, quelque part dans les terrains vagues autour des rails. Les enquêteurs écumèrent les environs. Ils interrogèrent des sans-abri, des commerçants, des éboueurs. Un vieux vendeur de journaux leur parla vaguement d'un petit blond qui traînait souvent près des distributeurs, toujours poli, toujours seul. Une femme qui nourrissait les chats errants près du canal affirma l'avoir vue avec une adolescente qu'elle appelait Sophie. Mais aucune piste concrète. Pendant ce temps, Élise continuait de réclamer Lucas. Elle refusait d'aller à l'école. Elle pleurait dès qu'on évoquait son retour à la normalité. Arnaud la voyait dépérir lentement dans son propre monde, comme une fleur privée de lumière. Il comprit que cette recherche n'était plus une simple enquête de gratitude. C'était une nécessité pour elle, pour lui, pour réparer quelque chose que ni les jouets, ni les soins, ni l'argent ne pouvaient atteindre. L'un des détectives finit par découvrir un détail troublant. Lucas et sa sœur Sophie figuraient dans un rapport vieux de 3 ans. 2 enfants ayant fui un orphelinat de la région PACA après un incendie qui avait détruit leur maison familiale. Les parents, morts dans le sinistre, n'avaient laissé aucune famille connue. Les enfants avaient été placés, mais s'étaient échappés quelques mois plus tard. Depuis, aucune trace. Le dossier avait été classé, faute de moyens pour une recherche prolongée. Arnaud demanda à voir les rapports. En lisant l'histoire, quelque chose se brisa en lui. Un incendie, 2 orphelins, un système incapable de les protéger. Et ce garçon, ce Lucas, qui avait traversé toute cette douleur sans jamais rien demander, qui avait donné tout ce qu'il avait, ses dernières pièces, sa chaleur, son temps, à une inconnue, sa fille. Il ressentit une colère sourde, mais surtout une forme d'admiration qu'il n'avait jamais connue. Ce garçon représentait tout ce que lui-même, malgré sa richesse, n'avait jamais pu incarner. La générosité brute, sans attente, sans condition. La recherche se poursuivit, mais Lucas restait insaisissable. Les abris changeaient, les endroits sûrs se déplaçaient. Il ne dormait jamais 2 nuits au même endroit. Il fuyait les regards, les questions, les pièges. Il avait appris à survivre, non à être retrouvé. Et pourtant, au fil des jours, une vérité s'imposait à Arnaud. Ce garçon n'était pas un fugitif, c'était un survivant. Un enfant qui avait appris à disparaître pour protéger ce qu'il avait de plus précieux, sa sœur, Sophie. Ce fut elle, d'ailleurs, qui permit enfin de resserrer les pistes. Un adolescent du quartier, habitué des soupes populaires, mentionna une jeune fille qui venait chercher de la nourriture pour 2. Il lui avait parlé une fois. Elle avait dit s'appeler Sophie. Elle dormait dans une tente bleue, cachée derrière un entrepôt désaffecté près de la gare de Lyon. Quand l'information parvint à Arnaud, il se leva immédiatement. Il regarda le visage endormi d'Élise dans son lit et il sut ce qu'il devait faire. Il irait lui-même, sans garde, sans costume, sans convoi. Il voulait voir de ses propres yeux, parler avec ce garçon, comprendre. Et peut-être,
réparer ce que le monde avait oublié. Le quartier autour de la gare de Lyon n'avait rien d'accueillant. Entre les hangars murés, les entrepôts à l'abandon et les rails, rouillés envahis par les mauvaises herbes, la vie s'accrochait en silence, loin des regards pressés des voyageurs. C'est là qu'Arnaud Morel se retrouva seul, un manteau de laine sur les épaules, son téléphone coupé, ses chaussures de ville salies par la boue. Ce monde ne connaissait pas le confort. Il n'y avait ici ni moquette, ni parfum de cuir, juste la dureté du béton, le froid humide, la résignation gravée dans les murs. Il marchait lentement, observant tout jusqu'à ce qu'un jeune aux traits marqués et au regard méfiant l'interpelle. « Vous cherchez quelqu'un » Arnaud répondit calmement, sans arrogance. « Un garçon. Il s'appelle Lucas. Il est avec sa sœur. » Le jeune le dévisagea, puis cracha au sol. « Et vous êtes quoi? Un flic? Un juge ?»« Juste un père. » La réponse simple déstabilisa son interlocuteur. Après un silence, le garçon haussa les épaules. « Peut-être que je sais où ils sont, mais faut pas les emmerder. Je veux leur parler. C'est tout. » Quelques minutes plus tard, guidé par le garçon, Arnaud se retrouva devant une toile bleue délavée, tendue entre deux piliers de béton. Une tente, camouflée sous des cartons et des bâches, battait doucement sous le vent. Le garçon appela doucement. « Lucas, y a quelqu'un pour toi. » Un bruit se fit entendre à l'intérieur. La toile s'ouvrit, un visage émergea. Lucas. Il reconnut Arnaud immédiatement. Son regard changea de la surprise à l'alerte, puis à la peur. Il se redressa, se plaça instinctivement devant l'ouverture de la tente. « Je l'ai pas enlevé. Je vous jure, j'ai rien fait. » Arnaud leva les mains. « Je sais. Tu l'as sauvé. » Lucas le regarda avec méfiance. « Alors pourquoi vous êtes là ?»« Pour te remercier. Et pour comprendre. » À ce moment, une jeune fille sortit à son tour. Elle portait une veste trop grande, les cheveux attachés à la va-vite, les traits tirés par la fatigue. Ses yeux d'un bleu glacial fixèrent Arnaud avec la même méfiance que son frère. Elle se posta près de Lucas. « C'est ta sœur » demanda Arnaud. « Sophie. » Elle ne dit rien, mais son corps entier criait une chose. Elle ne laisserait personne toucher à son frère. Arnaud s'assit lentement sur une vieille palette posée là, ignorant le froid qui lui glaçait les os. « Je sais ce que vous avez traversé. J'ai lu votre dossier. L'incendie, l'orphelinat, la fuite. » Sophie serra les mâchoires. « On n'a pas besoin de pitié. » « Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'admiration. » Lucas baissa les yeux. « On a juste fait ce qu'on pouvait. » Un silence s'installa. Le vent passait entre les structures de béton comme une plainte lointaine. « Élise ne parle que de toi, » dit Arnaud après un moment. « Elle ne sourit plus. Elle ne joue plus. Elle répète ton nom chaque jour. » Lucas détourna le regard. « Elle a une maison, une famille. Elle va oublier. » « Non, elle ne t'oubliera pas. » Sophie s'assit enfin, sans cesser de fixer Arnaud. « Et vous? Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» Il les regarda tous les deux. Deux enfants qui avaient survécu à l'indifférence du monde. Deux âmes qui s'étaient raccrochées l'une à l'autre pour ne pas sombrer. Rien, sauf vous offrir une chance, un toit, une école, un avenir. Pas parce que vous me devez quelque chose, parce que vous l'avez mérité. Lucas resta silencieux. Sophie fronça les sourcils. On ne va nulle part sans l'autre. Arnaud hocha lentement la tête. Alors, c'est tous les deux. Lucas releva les yeux, croisa ceux d'Arnaud. Pour la première fois, il ne vit pas un homme riche ni un adulte menaçant, juste un père, un homme qui avait pleuré lui aussi, qui avait perdu lui aussi, et qui voulait lui aussi protéger ceux qui restaient. Ce soir-là, alors que le vent se levait et que les lumières de la ville scintillaient au loin, 3 personnes restèrent assises autour d'une tente bleue, unies par une histoire improbable. Les cicatrices du passé n'étaient pas effacées, mais pour la première fois, elles semblaient moins lourdes, parce qu'une main s'était tendue, parce qu'un geste de gratitude s'était transformé en quelque chose de plus grand, de plus rare, en une promesse. Lorsqu'Arnaud quitta le terrain vague ce soir-là, il ne se retourna pas. Il savait que forcer une décision à ce moment aurait brisé ce qui venait de naître entre eux. Il n'avait pas fait une promesse en l'air. Il voulait leur offrir un avenir. Mais il avait compris qu'aucune proposition, aussi sincère soit-elle, ne pourrait être imposée. Il fallait un plan,
Quelque chose de vrai, d'humain, à la hauteur de la méfiance de ses enfants. Le lendemain matin, à Paris, Arnaud convoqua discrètement une réunion dans son bureau privé. Pas avec ses associés ni ses avocats, mais avec une ancienne amie, directrice d'un foyer pour jeunes en situation de rue, une femme qu'il savait capable de comprendre la complexité de ce qu'il entreprenait. Ensemble, ils élaborèrent une solution. Pas un sauvetage, pas une adoption précipitée, mais une passerelle. Arnaud décida qu'il ne leur proposerait pas une vie nouvelle comme un cadeau. Il construirait un espace où ils pourraient, eux, choisir d'entrer. Il loua un petit appartement près de la Méditerranée, à Marseille même, dans un quartier modeste mais sûr. Il y installa des meubles simples, des vêtements, des livres, scolaires, un ordinateur, des denrées alimentaires, et il y laissa une clé. Puis il retourna voir Lucas et Sophie. Cette fois, il vint avec moins de mots, plus d'écoute. Il leur parla du lieu, d'un endroit où ils pourraient dormir, manger, étudier. Un endroit sans obligation. Pas un foyer, pas une institution, juste un point d'ancrage. Lucas resta silencieux. Sophie, elle, parla enfin, sa voix ferme. « Et si on refuse ? Alors je resterai ici chaque jour à vous apporter ce qu'il vous faut, jusqu'à ce que vous n'ayez plus peur. » Lucas baissa les yeux. Il voulait croire. Il voulait cette vie. Mais il avait vu trop de promesses non tenues, trop de mains qui se tendent pour mieux retirer ensuite. C'est Élise qui brisa le cercle d'hésitation. Quelques jours plus tard, à l'improviste, Arnaud revint, cette fois accompagné de sa fille. Elle courut vers Lucas comme si les jours d'absence n'avaient jamais existé. Elle le serra si fort qu'il sentit ses côtes craquer. Elle parla, vite, avec une énergie nouvelle, de l'école, de sa chambre vide, de sa peluche, qui l'attendait et surtout de lui, de Sophie aussi qu'elle voulait connaître. Arnaud laissa les enfants ensemble. Et pendant qu'ils riaient, reparlèrent du métro, des distributeurs, du carrousel manqué, il s'approcha doucement de Sophie. « Tu vois, ce n'est pas de la charité, c'est de l'attachement. » Elle l'observa en silence. Il ajouta « Je ne remplacerai jamais vos parents, et je ne cherche pas à le faire. Mais je peux être quelqu'un de stable, si vous me laissez l'être. » Ce soir-là, Lucas accepta d'aller voir l'appartement. Juste pour voir, avait-il dit. Sophie avait croisé les bras, puis finalement cédé. Ils montèrent les escaliers étroits, découvrirent les 2 lits côte à côte, la salle de bain propre, le frigo rempli. Lucas ouvrit un tiroir et trouva une boîte de crayons de couleur. Il resta figé. C'était ce que j'avais avant. Sophie entra dans la cuisine. Elle toucha la table comme si c'était un trésor. Ils ne dirent pas qu'ils allaient rester, mais ils ne repartirent pas non plus. Arnaud, de son côté, attendit en bas, sur un banc. Il n'avait pas besoin de réponse immédiate. Il savait que le vrai changement prenait du temps. Le plan n'était pas audacieux pour ce qu'il promettait. Il l'était parce qu'il faisait confiance. Confiance à 2 enfants habitués à survivre. Confiance aux liens qui s'étaient tissés malgré les silences, malgré la douleur. Et quand il reçut, tard dans la nuit, un message envoyé depuis l'ordinateur qu'il avait laissé, il sut que quelque chose avait changé. Le message ne contenait que 3 mots. « On est là ». Et c'était suffisant. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange routine. Lucas et Sophie restaient dans l'appartement. Ils mangeaient peu, dormaient beaucoup. Ils ne sortaient presque pas. Pour la première fois depuis des années, ils n'avaient pas à guetter chaque bruit, à planifier chaque minute pour survivre. Ce répit, d'abord inconfortable, se transformait doucement en silence réparateur. Arnaud venait parfois seul, toujours sans prévenir. Il apportait du pain chaud, des livres, parfois rien d'autre qu'un peu de sa présence. Il parlait peu mais observait beaucoup. Il ne cherchait pas à les convaincre. Il laissait les choses se faire. Et c'est ainsi que, lentement, une forme de confiance s'installa. Un après-midi, alors que le soleil projetait ses rayons pâles, à travers les volets de l'appartement, Lucas et Élise jouaient aux cartes sur le sol. Sophie était assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux. Arnaud entra sans bruit. Il les regarda un moment, puis s'agenouilla devant Lucas. « J'ai réfléchi à quelque chose. » Lucas leva les yeux, intrigué. « Tu as changé la vie d'Élise. Tu l'as protégée comme personne. » Lucas haussa les épaules. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Arnaud sourit doucement. « Moi aussi, maintenant, je veux faire ce qu'il faut. » Il marqua une pause, puis regarda Sophie avant de revenir vers Lucas. « Venez vivre avec nous.
Un silence épais s'abattit dans la pièce. Pas pour que vous me deviez quoi que ce soit, pas pour jouer au héros, mais parce que vous êtes déjà une part de notre vie. Élise ne vous oubliera jamais, et moi je ne peux pas faire semblant que rien n'a changé. Lucas resta figé. Il ne comprenait pas. Pas complètement. Ce genre de proposition, il ne l'avait jamais entendu. Pas comme ça, pas avec cette sincérité. Sophie s'approcha lentement. « Et si on dit non ?» Arnaud se tourna vers elle. « Alors je continuerai à vous aider d'ici. Vous aurez toujours cet appartement, toujours mon soutien. Rien ne changera. » Elle baissa les yeux, prise de court par cette réponse. Lucas regarda Élise. Elle l'observait avec ce même regard lumineux qu'il avait vu à Saint-Charles. Il sentit alors une chose étrange. Il avait le choix, un vrai choix. « Je veux bien, dit-il enfin, mais seulement si Sophie vient aussi. » Arnaud sourit. Évidemment. Sophie, silencieuse, scrutait les visages autour d'elle. Elle n'avait jamais fait confiance à personne, mais il y avait là une opportunité qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Je viendrai, dit-elle, la voix tendue. Mais je garde un œil sur mon frère. Si vous lui faites du mal, Arnaud la coupa doucement. Alors ce ne serait pas moi. » Le soir même, ils firent leurs valises. Peu de choses à prendre. Quelques vêtements, des souvenirs en miettes, une photo froissée de leurs parents retrouvés dans une boîte. Élise les attendait sur le pas de la porte, ses mains jointes derrière le dos. Quand Sophie sortit la première, suivie de Lucas, elle sauta presque de joie. Ils montèrent tous dans la voiture noire. Le moteur ronronna doucement. Marseille s'éloigna peu à peu derrière eux et un nouveau chapitre commença à s'écrire. Ce n'était pas un conte de fées, ce n'était pas une fin, mais c'était un tournant, une possibilité, un espoir. La maison des Morel, nichée dans un quartier chic à l'ouest de Paris, semblait presque irréelle aux yeux de Lucas et Sophie. Le portail automatique, les haies taillées au millimètre, le marbre froid du hall d'entrée, les couloirs silencieux et les chambres vastes, tout contrastait violemment avec les ruelles grises de Marseille, les cartons, les matelas jetés, à même le sol. Mais ce n'était pas la grandeur qui intimidait le plus, c'était l'absence de menace, l'absence de nécessité de fuir, une paix nouvelle, déroutante. Élise, elle, brillait. Elle tenait Lucas par la main dès le matin, lui montrait sa salle de jeu, son piano, son jardin. Elle parlait sans s'arrêter, heureuse, impatiente, sincère. Elle aimait qu'il soit là. Elle aimait encore plus que Sophie soit venue aussi, même si cette dernière gardait ses distances. Sophie observait tout, analysait, vérifiait. Elle ne se laissait pas berner par les apparences. Elle testait chaque regard, chaque parole. Pour elle, le luxe n'était pas une promesse, c'était souvent une illusion. Mais jour après jour, les murs ne se refermaient pas. Il n'y avait ni piège ni conditions cachées. Arnaud était présent sans être oppressant. Il posait des questions simples, proposait sans imposer. Il ne cherchait pas à remplacer, seulement à accueillir. Lucas, lui, découvrait un autre monde. Il avait du mal à dormir dans un lit trop doux, à manger des plats trop riches, à parler sans crainte d'être interrompu. À l'école, les premiers jours furent un choc. Il ne comprenait pas tous les codes, peinait à suivre le rythme, sentait les regards curieux de ses camarades. Mais Élise, dans la même cour, dans la même salle, lui souriait toujours avec fierté. Et ça suffisait. Il y eut des moments difficiles, des colères contenues, des silences pesants. Sophie, un soir, fit sa valise. Elle voulait partir. Elle disait ne pas supporter cette vie qui n'était pas la sienne. Arnaud n'essaya pas de la retenir. Il lui dit simplement « Si tu pars, sache que la porte restera ouverte, toujours. » Elle resta, non par manque de courage, mais parce qu'elle comprit que pour la première fois, elle pouvait choisir sans être chassée. Peu à peu, des rituels s'installèrent. Lucas se mit à lire chaque soir avant de dormir. Il montra à Élise comment plier des avions en papier. Sophie, elle, s'intéressa à la cuisine, aux plantes du jardin. Elle trouvait dans ses gestes une forme de maîtrise, de contrôle, quelque chose qu'on ne pouvait pas lui reprendre. Arnaud ne précipita rien. Il les intégra à sa vie par petites touches. Un repas partagé ici, une sortie au musée là, une conversation au coin du feu. Il ne cherchait pas à gommer le passé. Il leur offrait simplement un présent où ce passé pouvait exister sans douleur. Le plus grand changement pourtant fut invisible. Il se glissait dans les silences devenus plus légers, dans les regards moins fuyants,
dans les éclats de rire imprévus. Élise dormait paisiblement. Lucas souriait plus souvent. Sophie, parfois, s'asseyait pour parler de leurs parents, de Marseille, de la rue, sans honte, sans peur. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis dans le salon, Élise se leva avec gravité. « J'ai une idée. On pourrait dire qu'on est une famille maintenant ?» Personne ne répondit tout de suite. Arnaud la regarda, touché. Lucas baissa les yeux. Sophie serra doucement son poignet. Puis Lucas répondit, dans un souffle, « Oui, une drôle de famille, mais une vraie. » Et personne ne contesta. Le printemps s'installa doucement sur Paris. Les arbres du jardin des Morel se couvrirent de bourgeons, les oiseaux revinrent chanter au matin, et l'air se fit plus doux, plus léger. À l'intérieur de la maison, le changement n'était plus seulement une promesse, il était devenu réalité. Lucas et Sophie ne vivaient plus dans l'ombre d'un passé douloureux, mais dans la lente construction d'un avenir qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Un matin, Arnaud reçut un appel du juge pour enfants. Il avait introduit une demande officielle de garde pour Lucas et Sophie plusieurs semaines auparavant, avec l'accord de Claire, l'assistante sociale, et après de nombreux entretiens psychologiques. L'examen avait été rigoureux, mais la réponse était enfin tombée positive. Arnaud devint légalement le tuteur des deux enfants. Ce n'était plus une simple hospitalité, c'était un engagement, une reconnaissance de ce lien né dans le hasard, mais forgé par la loyauté, l'écoute et l'amour. Le soir même, il réunit Élise, Lucas et Sophie autour de la table du salon. Il déposa calmement les papiers sur la table, puis les regarda. « C'est officiel. Vous êtes à la maison. Pour de bon. » Sophie ne dit rien. Elle prit le document entre ses mains, le lut 2 fois, comme pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Lucas, lui, serra les poings sur ses genoux. Il ne pleura pas, mais son regard brillait d'une intensité nouvelle. Élise sauta au cou de son père. « Je l'avais dit. Maintenant, on est une vraie famille. » Les semaines suivantes furent remplies d'événements simples, mais précieux. Lucas entra officiellement à l'école. Il se découvrit un talent inattendu pour les mathématiques et une passion pour la musique. Il aimait rester tard le soir, assis près du piano, écouter Élise jouer puis la rejoindre pour improviser avec elle des chansons inventées. Sophie, de son côté, entama une formation en design textile. Arnaud lui avait trouvé un atelier où elle pouvait apprendre auprès d'une couturière réputée. Elle s'épanouissait lentement mais sûrement. Elle avait toujours eu le goût du beau, du précis. Elle se découvrait une vocation. Le regard qu'ils portaient sur le monde changeait, et celui que le monde posait sur eux aussi. L'histoire de Lucas avait été racontée dans les journaux une fois que les choses s'étaient calmées. Non pas comme une chronique de misère, mais comme un témoignage d'espoir. L'histoire d'un enfant des rues qui, avec un simple geste, avait bouleversé des vies. Des écoles l'invitèrent à parler. Des fondations voulurent soutenir des projets inspirés de son parcours. Mais Arnaud refusa les projecteurs. Il voulait préserver leur intimité, leur équilibre. Ce qu'ils avaient bâti ne devait pas devenir un spectacle. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous les 4 dans un parc près de la Seine, Élise demanda à Lucas « Tu regrettes pas d'avoir donné tes pièces pour moi ce jour-là » Lucas sourit. « C'était mes dernières, mais c'est la meilleure chose que j'ai faite. » Elle prit sa main. Moi aussi. Ce nouveau départ ne fut pas sans épreuve. Il y eut des jours plus sombres, des blessures anciennes qui refaisaient surface, mais ils étaient ensemble. Et cette simple vérité suffisait à tout surmonter. Dans leur maison, au fond d'un couloir, Arnaud fit encadrer une photo. Une image prise par surprise. Lucas et Élise assis sur un banc, les cheveux en bataille, riant à plein poumon. En dessous, une phrase gravée dans le bois. Un geste simple peut tout changer. Et c'était vrai. Car ce geste, ce jour-là, à la gare Saint-Charles, n'avait pas seulement sauvé une enfant. Il avait donné naissance à une famille.